aujourd'hui, on va parler, merci à Jean pour cette co-organisation MJ2L pour cette conférence risque incendie dans les ERP, réglementation et solutions. On va faire un tour d'horizon. On a pas mal de choses beaucoup de choses à vous dire. C'est un vaste sujet. Je voulais vous donner un chiffre clé. Est-ce que c'est 2 millions? C'est pas ce que vous savez ce que c'est pas ce que vous aurez comme prime à la fin de la Non, conférence. Ça, je vous j'allais rassure. demander, non, mais non. Non, je C'est, vois pas. est-ce que vous savez? C'est le nombre de RP en France? Ah ben voilà, il y en a effectivement un qui est bien renseigné. C'est le nombre, bravo Cédric, c'est le nombre d'ERP en France. Et j'ai même trouvé un chiffre, alors je vous le soumets, que dans les ERP, il y avait 3000 départs incendies. Il y avait 3000 incendies dans les ERP par an en France. Est-ce que ce chiffre vous semble Alors pour cohérent? le coup, j'avais pas connaissance de ce chiffre. On sait qu'on a toutes les 2 minutes en France un départ de feu. Donc, j'avais plutôt cette notion-là que le nombre, mais effectivement, oui, ça peut être possible, oui. Juste dans les ERP, hein, là c'est juste dans les ERP. Voilà, je vous propose déjà pour vous présenter, peut-être faire un petit tour de table. Vous pouvez commencer peut-être, allez, on va commencer à l'autre bout, Patrice, comme ça vous. Alors, Patrice Castro, coordinateur SSI chez MJ2L. Merci Patrice. Cédric Kremp, directeur général de VSA Île-de-France, filiale du groupe VSA Property, spécialisé dans la gestion locative et technique d'actifs immobiliers dans le tertiaire pour le compte de tiers. Voilà. Donc, Et donc Jean Gaillao, gérant du bureau d'études MJ2L Consult, et donc notamment en sécurité incendie, donc spécialisé en sécurité incendie, mais également dans d'autres domaines. Voilà. voilà, donc on a co-organisé cette conférence, Jean, ensemble. Merci pour le temps que vous avez passé également en préparation. On avait dit, Jean, pour commencer, est-ce que vous pourriez détailler le type de RP et les obligations incendie qui sont associées? Parce que c'est plus complexe que dans le logement, hein. Je vous donne la zapette, hein. Oui, tout à fait, oui. Donc on va déjà peut-être commencer par déterminer c'est quoi un établissement recevant du public, un ERP, hein. On entend souvent évidemment cet élément-là, mais c'est quoi au bout du compte un ERP? Donc ce sont tout simplement des bâtiments, hein, des enceintes qui vont accueillir des personnes extérieures. Donc ça peut être gratuit, c'est pas forcément payant, et donc ça, on le voit bien, hein, ça entraîne un certain nombre d'établissements, enfin ça prend en compte un certain nombre d'établissements, que ça va de la mairie au commerce, à l'église, voilà. Et sur ces établissements-là, on va avoir des exigences réglementaires. Donc ces exigences réglementaires, elles ne s'appliquent pas uniquement pour les ERP, hein, vous le voyez à l'écran. Vous avez la même chose sur les bâtiments d'habitation, avec l'arrêté du 31 janvier 86. Vous allez avoir également les immeubles de grande hauteur, avec l'arrêté du 30 décembre 2011, et beaucoup d'autres établissements. On ne va pas tous les faire, mais également dans les bâtiments recevant des travailleurs, on l'abordera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, toutes ces réglementations-là, ces normes-là, qui sont complexes, souvent en France, on râle, hein, contre ces normes. Néanmoins, on peut aussi considérer, en tout cas en réglementation, hein, incendie, que ces normes ont quand même permis et permettent d'éviter un certain nombre de cas graves et de faits dramatiques. On peut aussi considérer, malgré ce que l'on disait, il y a un départ de feu toutes les 2 minutes en France, mais ça reste très, très ciblé. On n'a pas de fait grave. Donc on peut considérer que ça contribue, hein, ces exigences-là contribuent à limiter le risque et à avoir un niveau de sécurité relativement satisfaisant. L'objectif quand même de toute cette réglementation-là, c'est d'éviter ce qui se passe, comme vous le voyez à l'écran, sur un feu généralisé. Et là, on comprend bien que l'usager, l'exploitant ne peut plus rien faire. Et donc là, c'est les services de secours qui vont intervenir et mettre en œuvre les moyens nécessaires. Et l'objectif de toute cette réglementation, de ces normes, hein, comme vous l'avez compris, c'est d'éviter cela. Alors, la réglementation, elle n'est pas arrivée comme ça, notamment sur les ERP, n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain. Il y a eu des cas graves, hein, au cours du XXe siècle, avec des sinistres importants qui ont engendré la création, l'élaboration de règles, ce qui a conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui.
Mais vous voyez à l'écran, je veux dire, c'était des cas graves, des incendies graves, parce qu'il n'y avait pas de réglementation, ou très peu de réglementation. Et il y avait aussi des dérives constatées lors de ces cas graves. C'est pour ça que l'administration, elle a élaboré un certain nombre de règles. Donc, elle est très regardante, notamment sur ces ERP. Donc, on a quoi? On va avoir une réglementation, on va y revenir, mais une réglementation qui est importante. On va avoir un suivi rigoureux de l'administration, donc avec les commissions de sécurité, où les membres de cette commission de sécurité vont visiter un établissement, vont examiner un certain nombre de documents, vont faire un certain nombre d'essais. Donc ça, c'est le suivi rigoureux de l'administration. Vous avez aussi le fait que, lors de travaux de réaménagement, vous allez devoir déclarer ces travaux. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne modifie pas n'importe quoi. En tout cas, il y a un process qui est en place et qui existe. Et ensuite, vous avez le pouvoir de police, du maire notamment, qui lui peut contraindre à certains travaux, à certaines mises en sécurité, mais également qui peut assurer une fermeture administrative. L'établissement peut faire l'objet d'un arrêté de fermeture qui interdit tout simplement l'accès au public. Et dans le cadre de ces commissions de sécurité, elles vont émettre un avis favorable ou défavorable. Et le défavorable, l'exploitant, le propriétaire, doit gérer cet avis défavorable qui a des conséquences. Les conséquences, c'est par exemple la prime d'assurance qui va augmenter. C'est par exemple des travaux de mise en sécurité à réaliser. Donc vous voyez que tous ces outils qui sont à disposition de l'administration permettent justement une surveillance et une exigence particulière de ces établissements en regardant tout simplement et découlant de cette réglementation en fonction du nombre, enfin du type plutôt d'activité. Je précise, le type d'activité, c'est vraiment ce qui fait la base d'un établissement recevant du public. On va le voir après tout à l'heure, mais vous avez donc tout type d'établissement, que ce soit l'hôtel, le type O, U, P, enfin, il y en a tout un nombre, les magasins, le type M, pardon, les restaurants, etc. Donc, vous avez un type de RP qui, dans le règlement incendie, qui exige et qui impose certaines règles. De la même manière, vous allez avoir un classement, ce qu'on appelle en catégorie, un classement de ces établissements en fonction du nombre de personnes que l'on reçoit. Vous allez aller de la première catégorie jusqu'à la 5e catégorie, la première catégorie étant la plus contraignante. Ça veut dire que dans le règlement de sécurité, on ne va pas, ce qui est assez normal, on ne va pas exiger la même chose d'un première catégorie ou d'un 5e catégorie. On ne va pas traiter un hôpital en établissement de soins avec des locaux à sommeil et autres, comme l'établissement et la boulangerie à côté de chez vous, qui est un établissement de 5e catégorie. Donc toutes ces règles-là, toutes ces exigences-là, toutes ces nuances aussi, on les retrouve dans le règlement de sécurité. Règlement de sécurité avec l'arrêté du 25 juin 80 que vous voyez à l'écran, qui lui détermine vraiment et c'est un confort aussi pour le concepteur, même pour les exploitants, pour les gestionnaires. C'est-à-dire que ces réglementations-là, et notamment les dispositions générales, vont tout évoquer. Ils vont évoquer l'accessibilité, ils vont évoquer la stabilité au feu de l'établissement, les installations électriques, enfin, tout est balayé. C'est assez d'ailleurs facile pour le concepteur, ou même pour l'exploitant. C'est-à-dire que tout est tracé, tout est notifié, et finalement, il n'a plus qu'à suivre. Bon, j'exagère un peu, mais globalement, c'est ça. Il n'a plus qu'à suivre ce qui est notifié dans ces documents-là, avec les dispositions générales, comme je l'indiquais, et ensuite les dispositions particulières. Les dispositions particulières, c'est ce que vous allez appliquer à votre établissement. C'est-à-dire que, de la même manière que je l'évoquais tout à l'heure, le restaurant, le type N ne va pas être traité de la même manière qu'un type U, un établissement de soins. Donc, il fait, dans ces dispositions particulières, il aborde justement les spécificités de ces types d'établissements. Donc, c'est un cadre, vous le voyez, un cadre précis qui définit clairement vos exigences. Et donc, ces exigences-là, en termes de suivi, donc on évoquait les commissions de sécurité, on évoquait le fait aussi de devoir déposer, dans le cadre de la gestion de ce type d'établissement, de devoir déposer un dossier de travaux. Donc nous, on est relativement sollicité lors de travaux.
pour établir une notice de sécurité, pour constituer les plans, pour constituer le dossier de sécurité qui sera transmis ensuite à l'administration. L'administration ensuite donne un avis sur les travaux et l'exploitant, hein, le gestionnaire, doit ensuite, après les travaux, faire établir par un organisme agréé ce qu'on appelle un rapport de contrôle technique, hein, un rapport de fin de travaux. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des exigences importantes sur... C'est le RFCT, là, Voilà, c'est le RFCT, le rapport final de contrôle technique, Ah oui. exactement. Et donc c'est Ça, il est fourni par un bureau d'études. par un bureau, par un organisme agréé, Veritas, Socotec, l'APAV. Donc ça, c'est à la fin des travaux. Et de la même manière, on va avoir sur les vérifications réglementaires, donc les RVRE, hein, pour l'expliquer, un rapport de vérification réglementaire en exploitation. Donc ça, c'est dans le cadre de l'avis de l'établissement. Et donc, de la même manière, l'exploitant doit produire ces documents, doit demander à l'organisme agréé d'effectuer ces documents. Donc, vous voyez qu'à travers ça, à travers ces exigences-là de réglementation, on arrive sur des choses assez complètes et assez importantes en termes de suivi. J'imagine que si, je reviens sur la précédente diapo, Jean, c'est s'il manque un document ou un avis n'est pas donné, c'est fermeture de l'ERP, c'est ça aussi? Non, Alors, c'est pas fermeture non. de l'ERP, mais en tout cas, mais pourquoi pas, hein, on peut imaginer que dans le cadre d'un rapport final de contrôle technique, vous n'ayez pas ce document-là, donc pour réceptionner, pour prononcer la conformité des travaux, et ça peut être un point vraiment bloquant lors d'une commission de sécurité, mais surtout, alors on en a moins parlé, mais surtout lors d'une ouverture. C'est-à-dire, quand je dis une ouverture, c'est-à-dire que on a déposé un dossier, on a ouvert un établissement, quel qu'il soit, et on doit obtenir ce document. Et la commission, alors pour certains établissements, pas pour tous, mais la commission vient ouvrir, réceptionner, donner le feu vert pour que le public puisse arriver. Et si on n'a pas ce document-là, ça peut être effectivement bloquant et on n'ouvre pas l'établissement. Donc, ce sont, et en règle générale, ça reste des éléments soit indispensables dans le cadre, comme on l'expliquait là, d'une ouverture, ou soit nécessaires, et en tout cas réglementaires, dans le cadre de la gestion au quotidien. Donc après, vous avez dans la continuité de ces exigences-là, et on en parle un peu moins, on va balayer rapidement ce qu'on appelle la protection passive et la protection active, hein, c'est des éléments de sécurité, mais on va balayer aussi, évoquer la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est finalement se dire qu'au quotidien, et là on est plutôt dans la gestion quotidienne, hein, au fil du temps, au quotidien, les exploitants, et nous on le voit souvent lorsqu'on prépare les commissions de sécurité, lorsqu'on intervient en conseil chez nos clients, on voit souvent, par exemple, bien dans des magasins ou autres, hein, où on fait pas forcément de la prévention. On vérifie pas forcément que les dégagements, que le personnel ne vérifie pas que les dégagements ne sont pas obstrués. On ne sait pas, en posant les questions, comment est organisée la sécurité incendie dans l'établissement. Ils peuvent manquer de consignes, par exemple. Alors, on a des consignes générales, mais ce que je veux dire, c'est l'important, c'est de savoir comment est organisé l'établissement. C'est-à-dire, pour reprendre un exemple assez précis qu'on a eu, nous, c'est d'être posé la question au directeur de l'établissement en disant comment vous êtes organisé, quels sont les cadres de permanence lorsque vous avez un événement qui se produit, qui vous appelez, dans quelles conditions, qui effectue les levées de doute et autres. On n'a pas forcément, et on se trompe souvent sur ça, on n'a pas forcément toujours des agents de sécurité incendie. C'est imposé dans certains cas, mais pas tout le temps. Quelquefois, ça reste le personnel qui est sensibilisé, qui doit être formé et qui assure quand même ces levées de doute. Donc l'importance, c'est de pouvoir dire comment je suis organisé, comment j'évacue, est-ce que je suis à l'écoute si on en a des agents de sécurité. Donc tout ça, ça doit être tracé, parce qu'on peut avoir les meilleurs, on va revenir là sur les équipements de sécurité, on peut avoir les meilleurs équipements de sécurité si derrière, et on a des faits précis, hein, des faits divers, si derrière c'est mal géré, mal exploité, ça ne sert strictement à rien. Donc d'où l'importance, on n'en parle pas forcément souvent, mais de la prévention et du suivi qui doit être mis en place dans le cadre de la gestion de ces établissements. Ça va être aussi le cas d'ailleurs
pour d'autres établissements. Là, on focalise sur l'ERP, mais on va rencontrer les mêmes choses en code du travail ou autre. L'autre point, et on va en reparler tout à l'heure, l'autre point, c'est aussi de pouvoir dire, alors j'ai perdu le fil parce que normalement il y avait un slide supplémentaire, mais j'ai dû l'oublier. Donc l'autre point, c'est la protection passive. Donc la protection passive, c'est tout simplement ce qui constitue la colonne vertébrale de l'établissement, hein. C'est la structure, c'est le bâti. Alors évidemment, ça, c'est pas modifié. Ce n'est pas, sauf en cas de travaux majeurs, ce n'est pas remis en cause lors même des visites de commission de sécurité, mais il faut quand même, en tant qu'exploitant, en tant que gestionnaire, identifier cela. C'est-à-dire que si on modifie certaines structures, si on modifie les menuiseries, alors évidemment, on fait appel en général, on a un architecte, on a un bureau de contrôle, mais n'oublions pas en tant qu'exploitant, par exemple, de penser à bien s'assurer que la réaction au feu est la bonne, mise en place, etc. Donc ça, ce sont des éléments importants, on y touche rarement, mais ça constitue la colonne vertébrale de l'établissement. Ensuite, vous rentrez, alors c'est la diapo que je cherchais tout à l'heure. Alors on parlait de l'accessibilité des secours et de la protection passive. Effectivement, la protection passive, l'accessibilité en fait partie. C'est-à-dire que si demain je ferme certains accès à mon établissement, si je décide de clôturer pour X raisons, ou si je décide d'aménager un espace à l'extérieur, je prends en considération le fait qu'à l'origine, dans les dispositions constructives, on avait un espace dédié peut-être aux pompiers, et donc ça, il faut y penser lors de réaménagement. Ensuite, on rentre dans ce qu'on appelle la protection active, c'est-à-dire c'est ce qui compose tous les éléments de sécurité. Donc on va retrouver le SSI, et Patrice Castro va vous en parler plus spécifiquement du SSI, mais on va retrouver tous les autres équipements. Les colonnes sèches, donc qui permettent aux pompiers de mettre en œuvre, d'amener l'eau finalement au niveau concerné, donc un élément important qui doit être entretenu, qui doit être vérifié, donc entretien annuel. De la même manière, vous allez retrouver les réseaux d'incendie armés que vous rencontrez beaucoup, notamment dans les centres commerciaux. Donc ces éléments-là, ce sont des équipements de sécurité et qui rentrent dans le cadre de la protection de ces bâtiments. Comme le réseau sprinkler, que vous allez rencontrer plutôt en parc de stationnement ou dans les centres commerciaux, et qui est une installation complexe, d'ailleurs complète au sens vraiment du terme, hein. C'est-à-dire qu'on a des contrôles qui sont annuels, qui sont semestriels, on a des essais hebdomadaires, donc un élément essentiel, alors pas toujours présent, il est vrai, dans les installations. Aujourd'hui, on en parle, enfin dans les bâtiments, aujourd'hui on en parle un peu plus parce que l'arrivée des IRVE, c'était évoqué tout à l'heure, hein, eh bien dans certains cas, pour les parcs de stationnement, ça peut entraîner et engendrer la nécessité de mettre en place un réseau sprinkler, donc élément vraiment important pour limiter la propagation de l'incendie. Puis après, vous rencontrez les éléments plus classiques qu'on voit partout, hein, les blocs secours pour permettre aux usagers d'évacuer en toute sécurité, notamment en cas de coupure de courant, et les extincteurs avec les contrôles annuels qui sont répartis donc dans votre établissement. L'important aussi, il faut bien prendre en compte c'est que ces éléments-là, notamment pour les extincteurs, le personnel de ces exploitants, de ces exploitations, eh bien, il faut qu'ils soient formés. Parce que si on a des extincteurs, on ne sait pas les utiliser, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc ça, c'est un élément aussi important. Donc vous voyez que, et je finirai là-dessus, que pour ces ERP, on a de réelles exigences, aussi bien des exigences administratives, c'est vraiment les règlements incendie qui sont là, qui imposent un certain nombre de règles, qui sont toutefois bien réparties. Je dirais, comme je l'indiquais tout à l'heure, on ne va pas traiter le première catégorie de la même manière que le cinquième. Ensuite, la nécessité de suivi. Comme je l'indiquais, les rapports des organismes agréés qu'il faut lire. Alors souvent, nous, en préparant ces commissions de sécurité, on se rend compte que eh bien, les gens ne lisent pas les documents. Les exploitants reçoivent ces éléments, ils les mettent au dossier, mais sans forcément les lire. Ce qui peut avoir de graves conséquences. C'est-à-dire que l'organisme agréé, quand il indique qu'il a fait un contrôle électrique partiel, il peut y avoir de réelles conséquences. Ou alors qu'il n'a pas pu rentrer dans certains locaux parce qu'il n'avait pas les clés, il peut y avoir de réelles conséquences. C'est-à-dire que demain, il y a un sinistre, l'assureur, la première chose qu'il fera, c'est de prendre le document
et de l'analyser. Et il dira, bah, écoutez, vous n'avez pas laissé l'accès et ça peut être vraiment préjudiciable. Donc vous voyez que il y a aussi ces points-là, il y a aussi une vision importante, comme je l'indiquais, de l'administration, hein, je ne reviendrai pas dessus, mais elle a un regard particulier et porté justement par les faits, notamment, et les sinistres importants voilà, sur les 2 siècles passés, hein, globalement. Et puis ensuite, les équipements techniques qu'on va encore un peu développer avec Patrice, donc des éléments techniques complets avec des exigences, pardon, des contrôles réguliers, obligatoires, etc. Donc tout ça fait que ces établissements-là, on peut aujourd'hui considérer quand même que malgré ce qui a été dit tout à l'heure, et on a des incendies réguliers, qu'on a quand même un niveau de sécurité, en tout cas en France, qu'on peut estimer complet grâce quand même à tout ça. Voilà, mais c'est effectivement, il y a tout un système et il faut un suivi. Merci Jean pour cette présentation. Alors, comme ça, on a un tour d'horizon déjà posé. Les choses sont mises à plat, Jean. Alors, pour continuer avec vous, on avait dit qu'on allait aborder maintenant les systèmes de sécurité, Patrice. Système de sécurité incendie. Exactement. Peut-être qu'il y a il y a quelques diapos, mais peut-être Jean, il Oui. peut les avancer. Alors, Alors, oh là, il faut pas aller trop vite. Il y a la première, parce que quand j'ai vu cette diapo, je me suis dit, oh là là, mais il y a beaucoup de choses là-dessus. Et il faut bien mettre le micro oui, voilà, devant. exactement. Il y a des acronymes. Alors, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi Alors, un SSI, oui. tout à fait. Donc un SSI, c'est un système de sécurité incendie. Alors, c'est des dispositifs qui servent à mettre en sécurité incendie un établissement. Donc en fait, les SSI sont régis par les normes NF SSI et ils sont catégorisés en cinq catégories qui vont du plus complexe, on va dire, au plus basique. Donc en fait, le SSI de catégorie A, qu'on peut considérer comme le plus complet, donc en fait, c'est un SSI qui est équipé d'un système de détection incendie avec des détecteurs automatiques incendie, couplé avec un centralisateur de mise en sécurité, hein, ce qu'on appelle le CMSI. Donc et ça, c'est un... Pour remettre la diapo, ça c'est la diapo d'avant, c'est non? Non, c'est celle-ci. C'est celle-là. En fait, voilà, c'est C'est tout petit, hein. c'est exactement. Moi, je l'ai de tête parce que c'est vrai qu'on voit pas là. Donc, du coup, oui, c'est la première, c'est la première figure. Et donc, le centralisateur de mise en sécurité, lui, il va gérer le dispositif comme le compartimentage, le désenfumage et l'évacuation générale d'un bâtiment. Donc après, lorsqu'on descend de catégorie, on retrouve le SSI de catégorie B, qui est identique au SSI de catégorie A, la différence qu'il n'a pas de détecteur automatique incendie, uniquement des déclencheurs manuels. Donc on retrouve le centralisateur de mise en sécurité pour gérer toutes les fonctions du SSI de catégorie A. Par la suite, du coup, après, on a des systèmes plus simplifiés qui vont s'adapter on va dire souvent sur des petits établissements, mais ça, c'est les exigences réglementaires qui les définissent. Mais on a les SSI de catégorie C, D et E. Donc là, on n'a plus de CMSI, de centralisateur de mise en sécurité. On se retrouve du coup avec un équipement d'alarme. Donc l'équipement d'alarme, c'est un équipement qui va gérer l'évacuation du bâtiment et qui sera raccordé à des déclencheurs manuels. Suivant les particularités des bâtiments, c'est pour ça qu'il y a 3 catégories. On peut rajouter des dispositifs de commande manuelle qui sont des dispositifs spécifiques pour gérer des asservissements qui sont spécifiques à certains bâtiments. Voilà. Si on revient sur la diapo d'avant, donc là, si j'ai bien compris, il y a une détection, hein, c'est le premier schéma sur la gauche. Exactement. Donc des détections incendie ou des détections manuelles, hein, c'est les deux Tout à choses. fait. Derrière, il y a des automatismes Exactement. ça dépend des catégories, donc il y a des automatismes plus ou moins poussés. Exactement. Et ensuite, il y a des actions qui sont déclenchées, hein, les volets, Voilà. des enfumages, les porte-feux, et en fonction des alarmes. C'est exactement ça. Donc là, on est dans le SSI de catégorie A, donc le plus complet, où on se retrouve avec une détection automatique incendie. Et déclencheurs manuels, on les retrouve dans toutes les catégories de SSI. Donc après, on a le centralisateur de mise en sécurité, effectivement, qui va gérer les dispositifs tels que le compartimentage, donc les portes coupe-feu, le désenfumage, les volets de désenfumage. Oui, c'est ça, les volets de désenfumage.
et l'évacuation, donc les diffuseurs sonores. Le DAS, c'est quoi? Le DAS, en fait, c'est les équipements qui vont être commandés. Un volet de désenfumage, c'est un DAS, un porte-coupe-feu, c'en est un aussi. C'est tous les équipements qui vont être commandés par le CMSI et qui sont intégrés en fait dans le scénario de mise en sécurité. Alors, là, on voit, là, avant d'avancer, c'est ce qu'a décrit Jean, si c'est pour comprendre, hein, ce qu'a décrit Jean, c'est qu'il y a des catégories de bâtiments, des catégories de RP, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans le bâtiment. Et donc, j'imagine, il y a une grille qui correspond aux catégories de bâtiments, aux catégories de RP. Ah. Ça, c'est normé, tout ça, Alors, c'est les exigences réglementaires qui vont définir le type de catégorie du SSI, donc suivant le type d'activité et la capacité d'accueil. C'est dans les deux cas. Donc ça, c'est le règlement de sécurité qui va les définir, qui va définir la catégorie du SSI. C'est une grille qui existe et qui est... Oui, c'est réglementaire. C'est-à-dire que dans les ce que je montrais tout à l'heure dans notamment il y avait les dispositions générales et puis après vous aviez un petit cahier à côté sur les dispositions particulières à chaque établissement. Donc dans chaque établissement, on va définir la catégorie de SSI, c'est-à-dire qu'on va demander que le SSI soit de catégorie A, enfin, ou B, ou ce qu'on veut. Donc ça, c'est pas une grille, mais c'est répertorié comme ça dans chaque domaine et dans chaque type d'établissement, et en fonction de la catégorie de l'établissement. C'est-à-dire on va traiter le première catégorie, pour reprendre cet exemple-là, première catégorie en établissement de soins où les risques sont importants. On a des locaux à sommeil, hein, donc là, la réglementation va imposer un SSI de catégorie A, donc celui que vous voyez à l'écran, le SSI le plus complet. Dans l'équipement, pour reprendre cet exemple-là, chez votre boulanger, on va évidemment avoir que le petit boîtier rouge et encore pour déclencher, pour faire évacuer le public en cas de problème. Donc c'est vraiment défini, complètement normé et défini dans ces textes-là. La première chose à faire, peut-être, si je tire le fil, Patrice, c'est que quand vous arrivez dans un établissement, vous commencez votre mission, il faut commencer par faire un audit finalement, voir le bâtiment, sa catégorie, le nombre de personnes, et puis voir si le SSI correspond bien avec ce qu'il faudrait. Tout à fait. Donc là, en fait, on rentre dans le cadre de la mission de coordinateur SSI, pareil, qui est une mission qui est définie par la norme NFS 61931, qui va déterminer le périmètre de la mission du coordinateur SSI. Et donc, la mission de coordinateur SSI, effectivement, son objectif, c'est de définir les besoins en termes de sécurité incendie d'un bâtiment et de s'assurer de la conformité aux normes SSI de l'installation, de sa conception jusqu'à sa réception. Et donc, du coup, cette mission-là, on peut la diviser en 3 parties. Donc, il y a une première partie qui est la partie conception. Donc, effectivement, il y a une phase d'audit dedans, puisqu'on va déterminer le cahier des charges fonctionnelles du SSI qui va déterminer la catégorie du SSI réglementaire pour l'établissement, plus tous les scénarios de mise en sécurité qui vont en décoller suivant la taille de l'établissement et les besoins de l'établissement. La deuxième phase, après, c'est le suivi et la validation des plans d'exécution des entreprises et de vérifier l'adéquation avec le respect du cahier des charges fonctionnelles SSI. Et la dernière phase, c'est la phase réception qui va valider la conformité de l'installation qui va être mise en place par la rédaction d'un rapport de réception technique du SSI, pareil, qui est défini par les normes, et l'élaboration d'un dossier d'identité du SSI qui va être nécessaire à l'exploitation du bâtiment. Donc ça, c'est la mission de coordinateur sécurité SSI. Donc ça, on décrit plutôt des bâtiments neufs, construits, là. Pas que. Pas forcément, pas que. En fait, la mission de coordination SSI, ce qui va la définir, c'est surtout les exigences réglementaires. Parce que à partir du moment où un SSI est imposé réglementairement, il faut une mission de coordination SSI derrière, puisqu'il faut valider la conformité de l'installation. Et c'est un document aussi qui va permettre aussi à l'administration de déterminer l'ouverture d'un établissement. Oui, pour compléter, ça fait partie aussi des éléments obligatoires. Je parlais tout à l'heure du RFCT. Mais le contrôleur technique, lui, il va établir son document et il va réclamer au coordonnateur SSI. Alors évidemment, là, je parle de bâtiments importants, hein. Il va réclamer au coordonnateur SSI son rapport. Et son rapport, il l'intègre dans son document à lui, hein, le RFCT. Donc ça fait partie pleinement
d'un document nécessaire pour, je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour ouvrir au public. Sans ce rapport-là, donc du coordonnateur SSI et donc de l'organisme agréé, en théorie, on n'ouvre pas l'établissement. Donc, dans le cadre d'ouverture, de travaux neufs, mais même de remplacement d'installation, de réaménagement, ce sont des documents indispensables. Et pour compléter ce que disait Patrice, c'est cette mission, qui est relativement ancienne quand même, la mission de coordination SSI, à l'origine, elle a été établie pour une raison assez simple. C'est que sur des très grands établissements, on se rendait compte que ça ne fonctionnait pas à la fin. C'est-à-dire qu'on avait de la détection incendie, on avait des déclencheurs manuels, on avait des systèmes de désenfumage, mais il n'y avait pas, d'où son nom, de coordination entre les différents lots. Ça pouvait être des lots qui étaient attribués à différentes entreprises. Et à la fin, on se rendait compte que ça ne marchait pas. Il n'y avait pas eu d'échanges où les échanges pouvaient être compliqués entre les différents intervenants, d'où cette mission de coordination SSI qui a été ensuite introduite pour éviter cela. C'est-à-dire que sur des grands établissements, on a cette mission qui est importante parce qu'elle coordonne, elle met en lien les différents intervenants et à la fin, surtout, elle établit un rapport d'essai, un rapport de conformité aux normes qui définit le bon fonctionnement de ce SSI. Alors, Cédric, on a la chance de vous avoir parce que vous êtes resté un peu à l'écoute là jusqu'à maintenant, mais ça, c'est des choses que vous connaissez bien au quotidien. Ah oui, Parce que vous êtes en contact avec les maîtres d'ouvrage, finalement. tout à fait. Vous êtes dans les bâtiments, donc là, vous aussi, pour MJ2L, bien sûr, vous êtes en contact avec les maîtres d'ouvrage, mais là, vous avez le quotidien, l'exploitation des bâtiments. Et donc, la question qu'on pouvait se poser, c'est quoi quelles sont les différences de contraintes entre un bâtiment neuf et un bâtiment ancien? Et puis, quand on a préparé cette conférence, on s'est dit, ah oui, mais les bâtiments, ils évoluent. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en parlait hier, on met des salles de sport dans les bâtiments. Les restaurants, qui étaient des restaurants fermés, qui étaient pour entreprise, ça devient des restaurants ouverts au public sur lesquels tout un chacun peut aller déjeuner. Donc, tout ça, ça évolue. Et donc, comment on fait en sorte pour concilier, pour faire fonctionner ces bâtiments? D'un point de vue sécurité incendie, bien sûr. Oui, évidemment. Alors, vous avez compris que dans cet environnement qui est quand même assez codifié et réglementé, c'est pas tous les jours évident pour le gestionnaire d'identifier les besoins au regard des réglementations des ERP qu'on peut trouver dans des bâtiments. Après, il faut quand même, dans notre gestion, on va identifier 2 typologies de bâtiments lorsqu'on retrouve un ERP. En premier lieu, on va avoir des bâtiments, ce qu'on nomme communément tout ERP. Donc, c'est un seul ensemble, souvent des immeubles grande hauteur comme vous avez là à l'écran, qui sont un ensemble immobilier à l'intérieur de laquelle vous avez une activité quasiment unique. Pour nous, en l'occurrence, au quotidien, c'est du bureau. Et donc, la gestion d'un ERP de ce type-là est très contraignant au regard de tout ce que Jean et Patrice ont évoqué. Néanmoins, pour le gestionnaire, c'est une gestion qui est assez lisible parce qu'on s'inscrit en fait dans toute une organisation à l'intérieur de laquelle beaucoup de représentants de sécurité sont présents avec des missions spécifiques et des tâches bien définies pour répondre aux obligations légales et répondre aux autorités compétentes. Donc, ce type de bâtiment est assez simple in fine pour nous en termes de gestion. Et ensuite, on l'a évoqué très rapidement et on le détaillera, mais on a cette seconde typologie de bâtiments qui sont des bâtiments qu'on appelle mixtes, dans lesquels on va retrouver, nous, ce qui est, on va dire, la population commune dans nos gestions tertiaires, c'est des occupants de bureaux. Donc, c'est des établissements régis par le Code du travail, des ERT, mais à l'intérieur duquel on peut parfois retrouver des ERP. Et de plus en plus, aujourd'hui, et notamment, vous l'évoquiez, lors des nouvelles constructions. Dans ces nouvelles constructions, on a aujourd'hui quasi systématiquement des espaces qui sont pensés, qui sont prévus pour des prestations servicielles, qui peuvent être de restauration, mais qui peuvent aussi être de fitness, de salles de réunion partagées, d'auditorium, et qui peuvent, qui plus est, être ouverts à l'extérieur. Mais là aussi, 2 cas de figure. Dans une construction neuve, j'ai envie de dire, la gestion future ou la mise en exploitation de ces espaces est assez simple, parce que là aussi, elle est anticipée. C'est-à-dire qu'on a, dans le projet de construction, on a bien pris en compte que des espaces ERP seraient présents. Et donc, sur une phase constructive, on va d'ores et déjà s'employer à rendre ces espaces indépendants
des tiers qui seront autour de ces lots. Donc en les rendant tout simplement coupe-feu, avec les degrés coupe-feu nécessaires pour protéger et isoler ces coques in fine ERP des tiers du bâtiment qui seront, eux, régis par le code du travail. Donc là encore, c'est des ERP qui sont assez simples à gérer. La complexité pour nous réside dans la dernière typologie de bâtiments, c'est à savoir des bâtiments existants qui sont en exploitation depuis de nombreuses années et qui, dans un premier cas, peuvent abriter un ERP parce que, à l'origine, sur des constructions qui peuvent dater des années 30, hein, même 40, on peut avoir des ERP qui étaient la base de la construction et sur laquelle sont venus se poser des couches d'habitation ou possiblement de bureaux aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte que dans cet ensemble immobilier-là, on a une couche ERP qui, elle, n'est pas forcément conforme aux réglementations actuelles, notamment par son isolement au tiers, et donc qui fait l'objet de compensation soit humaine avec ce qu'expliquait Jean, du personnel formé pour assurer une évacuation, pour assurer la sécurité des biens des personnes, ou du matériel adéquat pour justement rendre cet ERP conforme. Donc, c'est des choses assez complexes à gérer parce que la difficulté, c'est que dans ces ERP-là, quand on les récupère, si jamais toutes ces mesures dérogatoires compensatoires n'ont pas été mises en place, ben, on se rend compte qu'on a un ensemble immobilier en fait, où la réglementation qui opère n'est pas la bonne. Parce que l'ERP, du moment qu'il n'est pas isolé au tiers, et je parle sous couvert de Jean à ma gauche, mais du moment qu'il n'est pas isolé des tiers, c'est la réglementation ERP qui va s'appliquer à l'ensemble immobilier. Donc, quelque part, les occupants régis par le Code du travail, voire même par l'habitation, vont devoir subir certaines contraintes liées à cet ERP. Donc, quand on n'est pas informé et que nous, on arrive sur ce bâtiment en tant que gestionnaire et qu'on décèle cette discordance, et bien évidemment, là, on rentre dans des discussions qui peuvent être assez compliquées, tripartites, entre le propriétaire qui doit remettre son bâtiment en conformité, un locataire qui, lui, a l'habitude d'exploiter, auquel on va dire il va falloir déroger à certaines de ses habitudes et qui peuvent avoir, là aussi, pour se remettre en conformité, un impact financier. Bah, je fais un peu la boutade, mais ça voudrait dire, Jean, qu'il faut mettre des alarmes incendie dans les appartements sur lequel on n'a pas C'est isolé au presque ça. tiers. Oui, et on pourrait en tout cas qu'il y ait des incidences majeures. Alors après, sur l'existant, on arrive toujours enfin, on peut trouver des compensations avec certaines adaptations, hein, et certains accords de l'administration. Mais oui, en tout cas, ça peut engendrer des modifications majeures sur le reste du bâtiment, oui. Et le dernier aspect sur lequel on peut être amené à rencontrer un ERP, c'est sur un bâtiment de bureau classique, où à un moment donné, un nouvel arrivant, de par son activité, va ramener un ERP à l'intérieur de cet ensemble immobilier. Donc souvent, c'est des ERP qui sont plus légers, on va dire, en termes de contraintes. C'est des ERP de 5e catégorie, mais néanmoins, là aussi, on doit s'assurer du coup de cette intégration au sein du bâtiment tertiaire, de sa compatibilité par rapport aux obligations réglementaires, voir si des aménagements sont nécessaires pour assurer l'accessibilité, l'évacuation, voir si le système sécurité incendie répond toujours aux besoins de cet ERP. Et enfin, c'est des situations qui peuvent parfois aussi nous amener, et ça c'est encore plus complexe, à demander des classifications d'un bâtiment pour passer d'un code du travail à un ERP. Ouais. Et vous également, sur les bâtiments, vous avez besoin de former les personnes sur la partie incendie. Alors, comment ça se passe? C'est la responsabilité de qui, finalement? C'est le maître d'ouvrage? C'est vous? Alors, en tant que mandataire, on nous délègue cette responsabilité, effectivement, puisqu'on va administrer l'ensemble des contrats qui se trouvent au sein du bâtiment, notamment ceux de la sécurité incendie et tout ce qui est attrait à la sécurité des biens et des personnes dans le bien. Donc, on doit s'assurer à minima que, effectivement, les sociétés qu'on va engager pour assurer l'évacuation ou autre ont toutes les habilitations, que le personnel est bien formé. Ça fait partie, là aussi, des choses qu'un gestionnaire doit assurer dans son quotidien. Oui. Mais est-ce que c'est pas, là je fais appel à la vraie vie, hein, est-ce que c'est pas complexe? Parce qu'il y a plein de réglementations. Il y a la réglementation incendie, mais il y a d'autres réglementations, d'avoir des personnes aussi qui maîtrisent cette... C'est la raison pour laquelle on s'entoure de sachants, comme voilà, la société MJ2L ou autres, ou des bureaux de contrôle aussi, hein, qui nous conseillent sur ces sujets-là.
Voilà, donc en fait, le rôle du gestionnaire aujourd'hui, c'est d'être un petit peu le chef d'orchestre là-dedans. La compétence de coordination, on l'a quelque part dans notre métier, mais voilà, on s'associe des services de personnes ou de sociétés sachantes et qui détiennent, eux ou elles, les bons principes. Jean, pour continuer, merci, mais on va revenir à vous, Cédric. Merci pour cette présentation là, qui est très claire. Est-ce qu'on a utilisé le mot coq? Vous l'avez pas utilisé le mot coq? Oui. Alors oui, c'est ce que c'est vrai. En fait, c'est dans ce que j'expliquais dans les nouveaux immeubles, par exemple, lorsque on prévoit cette ERP, on dit qu'on va faire une coque qui est isolée des tiers. Et cette coque, en fait, c'est dans la partie constructive, c'est simplement qu'elle a sur sa périphérie les parois coupe-feu avec les temps nécessaires et réglementaires pour assurer la sécurité des tiers, pour qu'il n'y ait pas de propagation de l'incendie aux tiers. Et donc, cette notion de coque, c'est souvent celle qui nous fait défaut dans des vieux bâtiments dans lesquels on a intégré un ERP. C'est très clair. Alors, Jean, là, on avait dit qu'on aurait un petit peu de temps là, qu'on allait accorder sur la partie différence ERP, ERT et l'aspect réglementaire. Est-ce qu'on peut faire un petit rapide résumé? Oui. Et également peut-être des nouveaux risques incendie. Oui, alors l'ERP, bon, donc effectivement, on l'a vu, mais on se dit souvent, tiens, bon, on va aménager ou on va créer un ERP, donc on a vu les contraintes là qu'on évoquait, donc c'est vrai que c'est un peu lourd des fois hein, lors de la mise en œuvre, et on peut se dire, et on peut penser que l'ERT est plus simple. Alors, c'est pas totalement faux parce on peut estimer qu'il y a moins de contraintes, en tout cas que le regard porté par l'administration n'est pas le même. Ça, c'est une évidence. On ne va pas avoir de commission de sécurité sur un ERT, sauf cas rares. Par contre, les exigences aujourd'hui sur de la construction sont à peu près les mêmes. C'est qu'on va retrouver les mêmes équipements de sécurité. On va retrouver les systèmes de sécurité incendie que Patrice évoquait tout à l'heure. On va retrouver les mêmes équipements de sécurité, les extincteurs, les colonnes sèches, etc. Donc aujourd'hui, on pourrait considérer qu'un établissement en tant que tel, un code du travail, au-delà de l'aspect administratif, un code du travail, il a à peu près les mêmes obligations en termes d'équipement, de sécurité. La chose la plus simple, c'est qu'on n'a pas toutes ces démarches un peu lourdes à faire avec l'administration sur les rapports. Sur les rapports de fin de travaux, sur les commissions de sécurité que j'évoquais. Néanmoins, pour le gestionnaire, et pour revenir à ce que disait Cédric, mais pour le gestionnaire, le propriétaire, finalement, d'une certaine manière, il engage pleinement sa responsabilité. Et alors pour lui, c'est plus, j'allais dire, important au sens de la responsabilité. Il a plus de responsabilité parce que finalement, comme on n'a pas d'autorité administrative au-dessus, enfin quasiment pas, eh bien, il engage pleinement sa responsabilité. Au moins, l'exploitant, le propriétaire d'un ERP, il peut se dire, bah, moi, j'ai la commission de sécurité qui est venue, j'ai fait un certain nombre de dossiers d'aménagement, donc j'ai eu les différentes validations. Donc, d'une certaine manière, il est, entre guillemets, couvert parce qu'il a suivi le process normal. Donc, sa responsabilité est un peu diluée, même si elle n'est pas totalement dégagée. Cédric, oui, donc ça c'est important finalement. Oui, c'est important parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a ces classifications ERP qui sont plus simples au final pour nous à gérer parce qu'on est le maillon d'une chaîne. In fine. Alors que sur des ERT, on va avoir une première responsabilité parce qu'on va régir les espaces communs, donc tous les services généraux de l'immeuble. Et dans ces services généraux, il y a évidemment le système de sécurité incendie, d'autres, les volets de désenfumage, tout ce que vous avez vu à l'écran tout à l'heure en termes de matériel. Donc on s'assure d'une part que la maintenance de ces équipements est bien réalisée, mais on assure également les essais dans l'année, 1 à 2 fois dans l'année en fonction de l'ensemble de ces équipements. Et on fait participer, dans la mesure du possible, les occupants à ces essais, à ces évacuations, pour qu'eux aussi puissent définir des process en interne, parce qu'ils en ont la responsabilité au sein de leurs espaces privatifs, de pouvoir évacuer leur personnel dans de bonnes conditions. Donc la difficulté pour nous, elle réside dans le fait qu'on doit être, il est vrai, plus attentif dans ces établissements régis par le Code du travail, parce qu'on doit aller chercher chez l'occupant le fait que sont bien exécutés les contrôles réglementaires sur la sécurité incendie et électrique également qui
qui sont importantes. Et vous portez seul la responsabilité, puisque justement, il n'y a pas des tiers qui vont intervenir, comme on parlait des commissions. Non, Et donc, effectivement, on porte seul la responsabilité et c'est en ça aussi que nos accompagnements aux occupants dans les espaces de bureau se portent systématiquement sur leurs travaux d'aménagement pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction néfaste avec les systèmes de sécurité incendie, voire aussi parce que là où dans un ERP, vous ne pouvez pas avoir plusieurs systèmes de sécurité incendie dans des établissements régis par le Code du travail, il est fréquent de rencontrer dans les lots privatifs des systèmes de sécurité incendie qui sont propres à l'exploitant et qui, à un moment donné, peuvent venir interférer avec celui du bâtiment. Donc, notre rôle aussi est d'identifier ça, de remettre de l'homogénéité en fait sur ce système et de soit proposer à des exploitants une extension du système du bâtiment pour qu'ils répondent à des besoins spécifiques, soit de demander à ce que soient retirés certains systèmes privatifs. C'est très clair. Jean, les nouveaux risques incendies, alors on a commencé à en parler, là, l'IRVE. Alors, nouveau risque, oui. Alors, les IRVE. La mobilité électrique. Voilà, plutôt la mobilité électrique. Alors, on en avait déjà parlé dans une précédente conférence, mais effectivement, là aujourd'hui, ce qu'on rencontre bien souvent, alors au-delà des IRVE, bon, on en a beaucoup parlé, il y a un risque potentiel, mais pour le coup, sur les ERP, c'est assez maîtrisé parce qu'on a une réglementation très contraignante, hein, comme je l'indiquais. Pour le coup, on est voilà, plus à l'aise dans la gestion de ces risques-là, en tout cas de ce risque-là lié aux IRVE. On n'a pas forcément le même cas en habitation, on en avait déjà parlé, mais ou en code du travail, hein, d'ailleurs. Donc en ERP, on est assez tranquille sur ce sujet-là. Après, on a des... Ça, c'est les parkings, mais Oui. le parking, quand c'est un ERP, est-ce il y a les mêmes contraintes incendie qu'un oui. ERT? Alors, il n'a pas les mêmes contraintes incendie Ah oui. qu'un ERT parce que dans l'ERP, on est régi par un arrêté bien précis, hein, l'arrêté du 9 mai 2006 hein, de mémoire. Et donc là, on a toutes les contraintes et les mêmes contraintes finalement qu'on rencontre pour la superstructure, hein, donc avec des règles bien précises. Donc sur les IRVE, on est carré, si on répond aux règles, c'est géré. Par contre, le code du travail, lui, et le parking dit code du travail, ou s'il reçoit que des travailleurs, il n'est pas du tout régi sur les mêmes règles. Et là, pour le coup, on peut faire à peu près, pour revenir aux IRVE, à peu près ce qu'on veut, donc les problématiques qu'on peut rencontrer lors de certains sinistres. Et sur la mobilité électrique, et on rencontre donc, pour continuer sur ce sujet-là, on rencontre les mêmes problématiques qu'au quotidien, hein, c'est-à-dire les risques, c'est le chargeur de portable, c'est le chargeur de la trottinette électrique. Mais si vous voulez, sur les ERP, comme c'est beaucoup plus encadré, comme il y a aussi une exigence particulière, il y a aussi des interdictions dans certains cas, et comme vous êtes dans un espace public, mais qui est quand même surveillé, hein, aussi bien par les exploitants, je dirais que le risque est plus maîtrisé, enfin à mon sens, hein, le risque est plus maîtrisé que dans un environnement en code du travail ou que dans un environnement en bâtiment d'habitation où là, il n'y a pas vraiment de cadre et on est sur la responsabilité de chacun. Là, sur l'ERP, et pour en revenir à ce qu'on disait au départ, l'ERP, on a vraiment une surveillance de l'administration, mais aussi une surveillance de fait du gestionnaire, hein, de l'équipe de gestion ou du propriétaire ou de l'exploitant. Et là, pour le coup, on n'y fait pas n'importe quoi. Donc, moi, à mon sens, on a une situation moins à risque que dans d'autres établissements. Petite anecdote, on a droit à une par jour, vous savez, les anecdotes. Mais je suis allé à la piscine récemment, la semaine dernière, et il y a une personne qui rentre dans la piscine avec sa batterie de vélo sous le bras. Alors, moi qui suis un peu sensibilisé maintenant par Jean sur ces aspects-là, je me dis, est-ce qu'on a le droit de rentrer avec sa batterie de vélo sous le bras et la mettre dans un vestiaire d'établissement recevant du public Alors, si on ne charge pas la batterie, il n'y a pas de risque particulier, hein. D'ailleurs, on l'avait déjà évoqué ici, je crois, mais les risques sont vraiment lors de la charge de ces batteries. Voilà. Ouais. Donc, il y a une instabilité de la batterie, il y a éventuellement une surchauffe. À la rigueur, rentrer avec la batterie, c'est pas choquant, hein. Après, il peut la mettre dans son sac et effectivement, on n'y voit pas grand-chose. Mais effectivement, on peut se poser la question, c'est s'il devait la mettre en charge, là, ce serait peut-être un autre... déjà, il n'aurait pas le droit, nécessairement le droit.
Et là, pour le coup, il y aurait un autre sujet, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, les nouveaux risques incendies, est-ce qu'il y avait d'autres choses à lister, Jean? Non, je pense que sur les nouveaux risques, en tout cas, ce qu'on peut dire, hein, c'est qu'en ERP notamment, il y a une meilleure maîtrise que dans les autres établissements, du fait qu'on a un suivi et un regard aussi qui est différent. Alors, pour continuer, on avait dit, Cédric, qu'on balayerait également, la partie, IGH, parce que c'était peut-être un IGH, un immeuble de grande hauteur, Oui, c'est ça. c'est peut-être Ato Montparnasse, ça, si on la reconnaît ou pas, non, tout à Oui, l'heure c'est ça. qu'on voyait. Est-ce qu'il y a des spécificités pour les IGH, ERP? Des spécificités dans la gestion, je pense qu'on a fait le tour. Jean les a évoquées tout à l'heure, hein. C'est que notre action, nous, au quotidien, dans ces immeubles-là, elle est facilitée du fait que vous avez tout un ensemble, toute une équipe qui intervient, alors chacun dans son rôle, pour s'assurer de la sécurité des biens et des personnes. Donc, en soi, elle est pas très, enfin, il n'y a pas, je vais pas dire grand chose à faire, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup Mmh. plus lisible pour nous, parce qu'on va simplement, d'une part, dans la gestion courante, faire ce qu'on fait dans les ERT. On va s'assurer effectivement que l'ensemble des équipements sont bien maintenus et autres. Donc ça fait partie de nos tâches courantes. On va ensuite préparer les échéances de visite de commission de sécurité. Donc là aussi, on a un rôle bien précis à jouer qui, bien souvent, pour le gestionnaire, va être de s'assurer que l'ensemble des maintenances est réalisé, d'avoir l'ensemble des rapports de maintenance, d'avoir l'ensemble des rapports d'intervention, d'avoir les rapports de bureau de contrôle vierges de toute réserve, donc d'avoir fait tout ce travail par anticipation. Mais j'ai envie de vous dire, c'est des choses qui se font de manière assez fluide dans la gestion courante d'un bâtiment, que ce soit un IGH, que ce soit un ERT, que ce soit un ERP. Donc pour le gestionnaire en soi, il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est que c'est un environnement contraignant et que beaucoup plus processé avec voilà, l'obligation de signifier à chaque modification dans un des espaces qui peut être contenu dans un IGH, si on fait de l'aménagement, si on modifie si on modifie du cloisonnement ou autre ou quoi, de toujours faire les démarches administratives et d'en référer aux autorités compétentes en passant par les relais qu'on a à l'intérieur de ce même bâtiment qui sont le mandataire de sécurité et puis le responsable unique de sécurité qui lui va traiter directement avec préfecture ou mairie selon le cas échéant. Merci à vous. On va prendre quelques questions là. Il nous reste, quelques minutes. Est-ce qu'on a dans le public là une personne qui veut poser une question parmi vous, dans la salle? Sinon moi j'en ai, allez-y monsieur, vous avez envie alors. On va vous donner un micro alors. Peut-être vous présenter, et puis poser votre question alors. Oui, bonjour. Donc, Simon Nunes, c'est Mopar Ingénierie, je suis coordinateur SSI. Et donc, Ah vous connaissez un peu le sujet alors? tout à fait. Donc, j'avais une petite question, c'était sur la notion de la mission de coordination SSI, qui est une analyse fonctionnelle en fin de compte par rapport à ce qui est imposé réglementairement et à l'exploitation et l'architecture du bâtiment. Donc, c'est assez clair dans le RP, l'imposition, quand on met en place un système de sécurité incendie, d'avoir une mission de coordination SSI. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est imposé par la norme. Là où on retrouve un peu plus de difficultés, c'est sur la partie code du travail. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le code du travail ne parle pas vraiment de SSI. Il parle d'un dispositif qui permet de diffuser le signal d'évacuation. Donc, dans certains cas de figure, un SSI de catégorie A va être demandé par un assureur, etc. On a souvent le cas, c'est les exploitants vont dire, mais quelle est la nécessité, l'obligation réglementaire de faire appel à une mission de coordination SSI? Alors effectivement, c'est pas très clair parce que c'est pas figé, dans le marbre, mais généralement, en fait, l'usage, c'est que lorsqu'on a des scénarios de mise en sécurité, c'est-à-dire du compartimentage, des enfumages, donc l'installation des SSI de catégorie A ou B, avec un centralisateur de mise en sécurité, la mission de coordinateur SSI devient obligatoire puisque il faut définir les scénarios de mise en sécurité et vous avez, un certain nombre de systèmes sophistiqués qui fonctionnent entre eux et ça, les normes, s'appliquent sur l'ensemble. Effectivement, la mission de coordination SSI, c'est celle qui va valider, la conformité de l'ensemble. Pour les autres catégories de SSI qui sont de D, C, D, E, effectivement, on pourrait, s'en dispenser. Malgré tout, elle est quand même fortement recommandée dans le sens où, le seul qui va être garant, en fait, de la mise en conformité des normes SSI, c'est le coordinateur SSI et pas l'installateur.
Est-ce que l'assureur, là vous avez parlé d'assureur, est-ce que l'assureur, il peut imposer aussi une mission de coordination Complètement. SSI dans son contrat d'assurance? Tout à fait. Ouais, c'est le cas, Cédric, pour vous, Oui, 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 il y a des cas de figure effectivement dans des ERT où l'assureur demande au regard justement de l'usage qui est fait dans cette ERT, parce que je parlais tout à l'heure d'espaces serviciels qui peuvent être ouverts aux extérieurs, mais c'est pas toujours le cas, hein. On a ces espaces qui sont dédiés à l'usage du bâtiment, mais qui nécessitent un SSI de catégorie A et de fait avec toutes les assurances inhérentes à ce type d'équipement. Ouais. J'ai une question là, de Guillaume qui est à distance. On a répondu à votre question, monsieur? C'est bon, vous aviez Oui, encore oui, une. non, c'était plus sur l'aspect, juste 30 secondes, là, Allez-y, allez-y. c'était en fait, quel est pour vous, dans le code du travail, l'article qui va permettre de dire que l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et donc, de ce fait, En fait, l'action, elle est imposée. il y en a pas, mais on l'avait abordé. Après, c'est des questions de responsabilité. Oui, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le maître d'ouvrage, c'est lui qui prend la responsabilité en fait de l'installation du système de sécurité incendie et normalement, il est non sachant et donc c'est dans ce cadre-là surtout que la mission de coordination SSI devient, de fait pratiquement obligatoire. Oui, il y a pas toujours besoin forcément d'une réglementation. Il y a des fois le bon sens. Il y a faut surtout le pas bon, il y a surtout le bon sens. Ouais. il faut pas, on peut le mettre à toutes les sauces, hein, le bon sens. Mais en tout cas, mais ça ferme pas toute forme de débat non plus, le bon sens, hein. Donc, mais on pourra en rediscuter. Une question de Guillaume. Est-il systématiquement nécessaire d'avoir du sprinkler dans les parkings ERP avec l'IRVE? Alors, oui, parce que, alors oui et non, mais parce que il y a un article dans le règlement, enfin en tout cas dans le cahier des charges qui définit et qui traite des IRVE en ERP, où de mémoire, hein, à partir du -2, donc si vous n'avez pas, enfin vous ne pouvez pas mettre en place de bornes de recharge au -2, enfin à partir du -2, -2, -3, etc., si vous n'avez pas de réseau sprinkler. Donc vous pourriez très bien mettre uniquement des bornes de recharge à un niveau dédié, mais quand vous descendez en infrastructure, il vous faut un réseau sprinkler. Donc on est plutôt dans ce cadre-là. Et l'objet quand même, hein, juste un rappel, c'est au-delà de l'aspect réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, parce que ce qui est étonnant d'ailleurs sur les IRVE, c'est qu'on n'a pas la même obligation dans les parcs d'habitation ou en code du travail, donc on n'a pas d'imposition, en tout cas pour l'instant, d'imposition particulière, donc on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut. Sauf qu'on sait qu'on a des problèmes pour éteindre un incendie, hein, et donc de là, le sprinkler, ou le brouillard d'eau d'ailleurs, va contribuer à limiter, alors à l'éteindre peut-être pas, enfin, pas l'éteindre, mais à limiter en tout cas la propagation. Donc au-delà du réglementaire, il y a aussi, et on parlait de bon sens, il y a aussi une nécessité sur le risque avéré, de mettre en place ce type d'équipement. Alors une autre question d'Éric qui pose la question, c'est est-ce que sur des grosses copropriétés de logements, d'habitation, est-ce qu'on peut avoir des parties communes de ce bâtiment qui sont classées ERP? Alors, on a 2 cas, qu'on rencontre souvent. Donc on a, par définition, les professions libérales qui peuvent être dans un établissement, enfin dans un bâtiment d'habitation, hein, donc pas de problème, et on a une profession libérale. Donc par définition, elle accueille du public, mais je dirais elle va avoir le classement d'un petit établissement, donc sans imposition particulière. Et ensuite, vous avez, au pied, et ça c'est souvent le cas, au pied de ces, bâtiments d'habitation ou autres, hein, même code du travail, Cédric en parlait, vous pouvez avoir un ERP, mais pour le coup, l'ERP, il est totalement isolé du reste. C'est-à-dire que même s'il est sur le rez-de-chaussée, il est cloisonné, il n'y a pas de dégagement en général sur les parties communes. Donc, on va avoir un classement spécifique pour le volume concerné. On n'a pas de mélange, sauf cas exceptionnel, mais on n'a pas de mélange ERP habitation, par exemple. Non, c'est soit l'un, soit l'autre, ou alors c'est vraiment sur des volumes très, très spécifiques. Voilà, je crois qu'on a à peu près abordé, on a fait le tour de ce sujet, on peut en parler encore longuement, hein, Jean. Merci, pour vous, d'être intervenu. On peut applaudir, les conférenciers, voilà, comme ça. Merci à vous. Également pour vous dire que, vous pouvez scanner ce QR code et on a mis en place pour vous, une exposition sur le vélo. Ça a été mis en place avec, l'ADEME, hein. Ça, c'est pour vous accompagner à la transition au vélo. C'est un sujet, qu'on aime bien.